C'est bon. OK. Donc, une grande partie qu'on va apprendre avec vous aujourd'hui, dans le cours de quoi, pas qu'aujourd'hui, mais pendant tout le cours de RDM, c'est pas que, comment on applique le RDM, mais comment, en tant que les ingénieurs, vous allez, résoudre les problèmes structurels. Donc moi, j'ai préparé pour vous une petite notice qui vous allez suivre pendant le cours de RDM et pendant aussi tous les cours où vous allez me voir. Par exemple, ce sera une 4e année Millennium 2 et 4e année aussi SNSO. Ici, vous allez passer en 5e année pour le partie structure. Donc, ça, on va utiliser aussi. Donc, pour cette notice, j'ai utilisé un livre de Craig, Mechanics of Materials. Donc, c'est aussi un bon livre. J'aime bien comment s'écrire et l'ordre de comment l'information est structurée. Quel est le schéma général de résolution des problèmes d'ingénierie? Dans tous les problèmes, vous commencez par une structure. Donc ça, c'est un objet physique dans le monde réel. Ça peut être un système d'intérêt, ça peut être une structure, un dessin, par exemple. On ne peut pas toujours commencer par une vraie structure, on peut commencer par un dessin, par un schéma, par la spécification des normes. Par exemple, on sait qu'il faut construire une table qui va vous supporter tel poids avec telle épaisseur, etc. Donc voilà, ça c'est notre début, notre structure. Une fois on a compris vraiment la partie réelle physique, on va passer vers le modèle idéalisé. Ça, c'est déjà votre art d'ingénieur qui commence à rentrer en jeu. Donc ici, il faut choisir comment vous pouvez modéliser votre structure avec les poutres ou avec des plaques ou avec des coques ou avec des systèmes 3D. Comment vous pouvez modéliser les conditions limites, comment vous pouvez modéliser les charges réelles. Par exemple, ici, l'exemple, donc ce système réel, c'est une structure comme ça, une portique avec une charge qui est concentrée au milieu. Donc, on peut le représenter comme une poutre avec deux appuis simples, non, c'est appuis rotule et appui simple. Et la charge au milieu, on peut représenter comme une charge concentrée. Voilà. Une fois que vous avez fait ce modèle idéalisé, vous passez par appliquer les théories. Donc, vous choisissez avec quelle théorie vous allez résoudre ces problèmes idéalisés. Donc, avec méthode de MMC, avec RDM, encore la théorie de plaques, théorie de coques, etc. Vous allez résoudre cette partie d'équation, façon analytique ou façon numérique. Donc, il y a plusieurs façons à résoudre. Vous allez interpréter les résultats. Pourquoi les résultats ils sont comme ça? Par exemple, ici, on a calculé par RDM les moments fléchissants. On va interpréter que suivant ce graphe, le maximum c'est au milieu, c'est-à-dire que les contraintes sont au maximum au milieu. Donc, le point le plus faible, ce sera au milieu de la poudre. Vous allez comprendre est-ce que ça correspond à la réalité ou pas. Donc, si tout va bien, on procède vers une partie suivante. C'est dans le vie d'ingénieur. Hein, on compare notre solution de modèle mathématique avec les modèles expérimentaux. C'est-à-dire qu'on va faire valider ici le modèle avec le prototype, maquette ou les essais en vraie dimension, etc. Donc, si notre modèle mathématique et les résultats ils sont en cohérence avec le modèle expérimental, on peut dire que c'est super, on est content par nos résultats. Sinon, on revient ici à partir de modèles idéalisés, on peut changer notre modèle ici ou on peut changer ici notre modèle mathématique et on continue en boucle. Donc, on dit qu'on est arrivé à une solution, c'est quand tout idéalisation, modèle mathématique, expérimentaux, ils ont tous en cohérence et on est content et on peut dire que voilà, on peut faire une décision finale. Donc ça, c'est les 5 grandes parties qu'il faut suivre pour les résolutions de problèmes. Donc maintenant, dans le cours de RDM, on va se concentrer sur les 3 premières parties. Donc on ne va pas faire la validation avec les essais. Ça sera peut-être un peu plus tard dans le 4e, 5e année. Et donc, première, ces 3 étapes pour déjà rédiger votre rapport pour bien structurer les procédures de résolution et pour que les gens autour de vous puissent comprendre qu'est-ce que vous faites. On va décrire avec ces 4 étapes. Donc, déjà, on fait l'énoncé de problème. Donc, ça, vous voyez que c'est lien avec la structure. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on a. On planifie la solution. Donc, c'est ça un peu l'étape 1 dans la structure et modèle idéalisé. Donc, on comprend qu'est-ce qui est donné et comment on peut résoudre ce problème. Donc, c'est-à-dire que quelles sont des étapes idéalisation il nous faut suivre pour aller jusqu'à la solution. Donc, après, on fait la solution.
Donc, c'est ces deux-là partie-là. Donc, on fait visualisation, on résoudre et on fait évaluer la solution. Donc, maintenant, je vais vous montrer étape par étape qu'est-ce que ça veut dire. Donc, première, avec un exemple de livre de Craig, notamment. Donc, annoncer les problèmes. Cette étape implique la liste de données fournies. Hop, je vais faire comme ça. Donc, si on prend l'exemple, voilà. Electrical worker stands in the bucket. Donc, un travailleur, il est dans le panier. Et le liste de données, c'est les matériaux. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici comme matériaux? Quels sont les détails? Par exemple, ici, on a le poids total. On a toutes les dimensions qu'ils ont données ici dans le système. Hop, nous avons ici des... Et voilà. Et donc, ça, c'est des poutres. Donc après, les figures qui sont nécessaires pour décrire les données fournies. Donc par exemple, pour bien comprendre comment ça se passe avec votre panier, il faut quand même bien la figure parce que juste avec description, on ne comprend pas trop. Et la liste des résultats à obtenir. Donc ça, c'est aussi partie importante. Avant de commencer à résoudre le problème, il faut bien définir qu'est-ce qu'il faut trouver. Donc ici, on voit qu'il faut déterminer la force normale, la force transversale et le moment fléchissant. Dans les cross-sections E, par exemple, midway between A and B. Donc A, B, et on trouve c'est où est notre... Ah oui, non, B c'est là. Ouais. A, B, et il faut trouver notre E qui est à moitié entre A et B. Donc ça c'est une partie, c'est vraiment quand vous allez faire votre rapport, il faut écrire ça explicitement pour que je vois. Ça c'est qu'il faut trouver et on montre sur l'image. La suite, planification de solutions. Donc ça c'est une étape que vous n'avez pas fait avant beaucoup, mais qui est très utile. Donc, dans cette étape, vous allez penser aux données et aux résultats sautés. Donc, par exemple, ici, si nous avons toutes les dimensions, nous avons point A et B, il faut trouver la force en E. Donc, on sait déjà où il faut regarder. On va identifier les principes de base impliqués et des équations applicables. Donc, par exemple, pour notre problème, on a lu ici une phrase que AC et AD, c'est uniform beams, donc c'est les poutres uniformes. Tout de suite, on peut penser, OK, si c'est des poutres, on peut appliquer les théories de RDM. Voilà, ça c'est notre hypothèse qu'on peut utiliser. Et planifier les étapes nécessaires à la mise en œuvre de la solution. Donc ça, cette partie-là, vous allez comprendre un peu plus au fur et à mesure de notre TD. Mais un exemple simple, si à partir de cette première entrée, vous voyez que vous avez un système hyper statique, vous voyez qu'on ne peut pas appliquer toutes les méthodes classiques que vous avez eues, par exemple, avec M. Torbier à STPI, parce que vous avez eu que des choses pour les statiques. Donc, vous pouvez tout de suite comprendre qu'il faut aller voir les autres théories, etc. Et donc, et ça, on comprend très bien déjà à l'étape de la planification de solutions. Et on n'a pas besoin de refaire faire plus de fois aller-retour qu'on a commencé à appliquer une méthode et ça ne marche pas, il faut revenir, etc. À la suite, donc effectuer les solutions. Donc ça, on va voir avec vous aussi à partir de prochains cours. Donc cette étape implique 3 ingrédients de base. Les conditions d'équilibre, la géométrie de la déformation. Donc, dans ça, on va dire c'est des conditions limites et les autres contraintes qui sont impliquées. Donc, simplification et idéalisation, c'est par exemple les éléments rigides, les supports fixes, etc. Donc, dans votre structure, vous pouvez dire que cette partie-là, je ne m'intéresse pas, donc je vais considérer qu'il est rigide. Cette support-là, je vais considérer comme élastique. Ça, je vais considérer comme un encastrement, par exemple. Et compatibilité des géométriques ou connectivité des membres. Donc, par exemple, vous savez quand votre structure est ici, vous avez plusieurs poutres, une et deuxième, et vous savez qu'ici, il y a une jonction. Et donc, votre hypothèse, c'est que ces points C-là, il reste commune entre ces deux poutres. Et donc, troisième étape, troisième partie, c'est le comportement des matériaux. C'est votre loi Hooke, comment votre courbe de matériaux est expliquée. Hop. Et après ça, on va évaluer la solution. Donc ça, c'est aussi une étape très importante qui, moi, je vais exiger. Donc si vous n'avez pas cette étape-là, hop, tout de suite, vous serez obligé de refaire et ajouter cette étape. Et ça vous permettre aussi de ne pas se tromper dans votre résolution. Donc, de bien rendre compte qu'il y a une erreur ou pas. Donc ici, posez-vous le type de question suivant. La réponse est-elle dimensionnellement correcte? C'est-à-dire que est-ce que j'ai dû avoir des pascals? J'ai reçu des pascals parce que je vais calculer par exemple des contraintes, etc.
Donc, les quantités impliquées apparaissent-ils dans la solution finale de la manière raisonnable? Donc, par exemple, vous avez considéré une pente pas trop importante dans votre problème. Donc, il y a une voiture qui roule sur une petite pente et à la fin, votre pente est à 60 degrés. Donc, quelque chose qui ne va pas parce que votre hypothèse initiale, c'était que votre pente elle sera toute petite. Donc, ici, 60 degrés, ça ne marche pas. Donc, il faut revoir des choses. Donc, le signe de la réponse finale est-il responsable? Donc, c'est la même chose aussi. Hein. Si vous voyez votre flèche qui doit être dans ce sens-là et vous avez reçu dans l'autre sens, il faut revoir pourquoi. Et le résultat final est incohérent avec l'hypothèse que nous avons fait par parvenir à la solution. Donc, c'est aussi la même chose. On a décidé qu'on peut considérer ça comme des poutres et notre solution à la fin, est-ce que les distributions de contraintes ressemblent à celle-ci qu'on avait peut espérer pour les poutres. Voilà. Donc, si ici on regarde les exemples, review the solution to satisfy force and moment equilibrium, there are internal stress resultants. Ouais, par exemple, on sait que notre poutre, il y a un statique, donc il n'y a pas de mouvement. Donc, tous les résultats finaux, si on ajoute, ça va donner une somme de force égale 0, somme de moment 0. Donc, on peut faire vérifier ça. On peut calculer nos sommes de moment et somme de force. Est-ce que c'est 0? Oui, parfait, on est content. Voilà, donc ça, si on applique des choses pour le problème d'RTM, donc ce schéma-là qui est aussi les sauts, donc vous pouvez utiliser et voir où on est, qu'est-ce qu'on va prendre. Donc par exemple, la prochaine fois, on va prendre avec vous comment partir de structure réelle jusqu'à modèle idéal, jusqu'à isolation avec des forces. Donc on fait structure, on fait idéalisation, on calcule les efforts. À partir des efforts, on calcule des contraintes des formations. Et après ça, on peut faire notre évaluation de solution pour faire le dimensionnement. Et aussi, donc, ce schéma-là, vous allez comprendre, j'espère, le 8 mars ou la semaine prochaine. Donc, je ne vais pas vous faire en avance. Hop, comment je peux...